Communauté des fragments. J'ai toujours eu la sensation d'être un fragment, la sensation d'appartenir à une mosaïque. L'inerte circule aussi bien que la corporéité. Le matin, lorsque le jour se lève, je sens un archipel s'éveiller. Une nuée d'oiseaux habite les feuillages, une brise légère visite les îlots dissipés. Tout est là, et rien ne sépare. Rien ne se retire que pour être plus facilement inspiré. Chaque paysage est un assemblage. La passerelle d'un temple, le calice d'un encrier. Sentir son corps en pesanteur. N'est-ce pas pour un enfant haut comme 3 pommes, un juste retour aux choses, une façon de partir du bon pied, à égalité avec l'apparence, et peu importe ce qu'il y a de banal à dire la joie qu'on éprouve d'être parmi les invités. Henri Rodier, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau recueil qui s'intitule De l'inexistence au dépôt de l'inéité. Et dans ce nouveau recueil, vous revenez sur un certain nombre de termes qui vous sont familiers, qui font partie de votre vocabulaire en tant que poète. Dans ce recueil, il y a essentiellement des textes en prose qui présentent ces termes d'une manière peut-être plus aboutie, avec une grande maturité, j'ai trouvé personnellement. Voilà, alors peut-être vous pouvez commencer par nous dire quelques mots sur le titre de l'inexistence au dépôt de l'inéité. Oui, avant de naître, nous n'existions pas. Et donc, de l'inexistence, c'est un point de départ. C'est avant la naissance, en réalité. Au dépôt, les dépôts, c'est ceux qui, au fur et à mesure, se déposent en nous. Il y a traditionnellement l'innéité et l'acquis. Ici, je parle des dépôts de l'innéité. Un petit peu comme si, de cette période où nous n'existions pas, euh, un certain nombre de choses s'étaient déposées en nous et qui sont des choses que je considère comme innées. C'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. On a parfois l'impression qu'il y a en nous des moments où quelque chose remonte, qui est inné, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est venu, mais il se trouve que pour la première fois on fait un geste et que ce geste on ne l'a jamais appris. Un enfant tape dans un ballon, voilà, mais il n'avait jamais vu de ballon. Pourquoi il tape dans un ballon? Ce sont des choses comme ça. Donc je crois que l'innéité fait partie de notre vie et ce sont des choses que l'on découvre parfois tardivement d'ailleurs, mais qui ont toujours été en nous. Voilà un petit peu pourquoi ce titre. Et les dépôts de l'innéité, c'est oui, ce sont comme des traces de notre d'un monde avant de naître qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors on va commencer justement à entrer dans le texte avec déjà un premier thème qui revient à la fois dans l'ensemble de votre œuvre, mais qui est particulièrement présent dans ce recueil-ci, qui est le thème des fragments et de la communauté des fragments. Ce thème des fragments vous est cher puisque c'est quelque part votre vision et votre expérience de la nature et de l'appartenance du poète et de l'homme à la nature. Est-ce qu'il y a peut-être des auteurs qui vous ont inspiré par rapport à cette thématique, ou bien peut-être tout simplement la nature elle-même? Oui, alors deux ou trois choses peut-être. Euh, j'ai toujours été, au fur et à mesure, en vieillissant,
été un peu étonné que, en réalité, chaque fois que l'on parle de la nature, on parle toujours de l'humanité en réalité. On est auto-centré sur euh, l'humanité. Et même sur l'humanité, on est auto-centré sur Sapiens. Et Sapiens aujourd'hui, alors que Néandertal et d'autres, l'humanité n'était pas était plurielle au départ. Voilà. Donc il y a cette idée que on peut aussi avoir envie d'élargir à l'inerte, aux autres vivants, aux végétaux, aux minéraux, et que finalement on constitue une communauté de fragments et que nous-mêmes, nous ne serions pas nous-mêmes si nous n'avions pas la possibilité d'être parmi les autres et de recevoir des autres, qu'ils soient inertes ou vivants. Donc ça, c'est une manière de voir qui, de mon point de vue, ouvre l'esprit. Euh, j'ai toujours aussi aimé cette approche du CERL, du retour aux choses. Je crois que la phénoménologie nous conduit justement à voir le monde autrement, euh, la sensation, la perception, l'intellection, de le voir autrement. Enfin, ce sont des voies qui ont été ouvertes par toute la philosophie depuis Aristote, avec Descartes, dont par Husserl d'ailleurs. Et donc, ce retour aux choses me laisse penser que on ne peut pas raisonner de manière aussi auto-centrée autour de notre propre personne et de l'humanité en tant que telle, comme s'il y avait une séparation nette et franche entre des sujets, des objets, enfin voilà. Euh, et donc voilà, la communauté de fragments, c'est pour moi quelque chose qui fait que on a un vécu particulier peut-être parce que nous sommes peut-être les plus conscients, je le dis bien, les plus conscients et non pas les seuls à être conscients, mais ce qui d'ailleurs nous donne une responsabilité supplémentaire, mais je crois que la conscience est diffuse à travers les différents fragments qui constituent ce qu'on va appeler, pour simplifier, la nature. Alors, des fragments sur lesquels vous écrivez régulièrement et sur lesquels vous revenez dans ce recueil, c'est le caillou. Oui. Alors là, il y a quelque chose de radical, puisque on arrive parfois en philosophie à élargir notre champ d'empathie aux êtres vivants, mais là, vous allez encore plus loin, jusqu'à ce qu'on appelle l'inerte, le caillou. Et il y a comme une sorte de présence du caillou qui n'est pas un objet, mais qui a son autonomie. Et vous arrivez à donner cette expérience-là dans ce fameux texte du caillou qui commence d'ailleurs par une citation qui pourra en étonner certains, tirée donc de la Bible. « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Jean 14, 10. Ouais. Alors peut-être vous pourrez nous parler un petit peu du lien que vous faites entre cette phrase et puis le reste du texte, et donc cette description du caillou. Oui. S'il y a une création, au sens biblique du terme, cette création ne nous concerne pas que nous. Sinon, d'ailleurs, dans la Genèse, il y a les 7 jours et le septième on se repose. Et donc, je suis dans le Père et le Père est en moi. Enfin, Jean, c'est toujours une lecture éclairante, le mot est faible. Hein. Oui, je crois que c'est aussi une manière de dire que Dieu est dans la création et nous sommes dans la création, nous, au sens pas nous les humains, mais nous, tous ceux qui existent. Et en fait, tous les
les moments que l'on vit, tous les états de conscience que l'on peut avoir, ne sont pas des états de conscience que nous avons uniquement nous-mêmes. Nous regardons un arbre, l'état de conscience, c'est que nous participons avec l'arbre de cet état de conscience. C'est ma façon de le voir. Et donc le caillou, d'abord, je crois que j'ai effectivement un amour des cailloux. Je parle d'amour des cailloux. Peut-être parce que enfant, les cailloux ont représenté beaucoup pour moi, parfois pour les lancer sur les autres, parce qu'on se bagarrait beaucoup, parfois pour les avoir vus, pour les avoir touchés. Pour moi, il y a un érotisme des cailloux, ça a été dit dans d'autres textes. Mais là, dans ce texte de ce recueil qui porte sur le caillou, c'est l'état premier, en réalité, que le caillou manifeste. Je peux, puisque le recueil est fait avec un texte en prose qui renvoie à des citations d'anciens recueils, de manière à leur donner un éclairage. Ou la citation donnant un éclairage au texte que j'ai écrit. Et là, donc, il y a une citation d'un recueil, Introduction au geste impensé d'un caillou. Et le mot impensé, bien sûr, est important, qui a été écrit en 2016. Et ce texte dit « Dans les temps où le caillou était seul sur la terre, qui était la conscience des hommes, sinon le caillou ? Il était seul, et déjà il tendait la main. Il savait qu'un jour un nouveau fragment de matière apparaîtrait. L'homme sortirait de l'inerte et des premiers organismes en voie de peuplement. Il attendait. Il y a quelque chose d'émouvant à dire cela. Il attendait. Dès l'éternité je fus établi, dès le principe avant l'origine de la terre. Citation qui est tirée de Proverbe 8, 23. Le caillou attendait. Je crois que d'autres ont partagé ce sentiment et d'autres ont beaucoup écrit sur l'attente. Mais lorsque on s'intéresse par exemple à la préhistoire ou à la géologie, on arrive à ressentir quelque chose qui est que la distance entre ces premiers éléments inertes que sont les cailloux et nous-mêmes aujourd'hui, le temps en fait se rétrécit. Et on a l'impression d'un lien d'amitié entre ces premiers cailloux, dont je peux, moi, en tant que poète, aujourd'hui, imaginer que dès lors qu'il était là, il n'a fait qu'attendre qu'un jour j'arrive, moi, d'autres, les animaux, les ceci, les cela, parce qu'il nous attendait. Il a été le premier en date à être là. Et cette attente, c'est aussi la nôtre aujourd'hui, qu'il nous renvoie en réalité. Donc c'est peut-être notre attente par rapport à un avenir, mais c'est aussi une attente par rapport à lui-même, ce caillou, dont on peut être ému qu'il est autant attendu de nous voir arriver. Voilà. Et le fait qu'il soit inerte n'est pas quelque chose qui peut être vu comme une problématique. Non, il était là, réellement là. Et aujourd'hui, son attente du caillou est la nôtre dans un temps comprimé en quelque sorte, où lui et nous sommes ensemble, comme si nous l'avions toujours été. Oui, là, vous nous faites ressentir toute l'histoire de l'évolution à travers cette présence du caillou et de son attente. Et en même temps, vous nous donnez à sentir cette subjectivité du caillou qui souffre lorsqu'il est utilisé par l'homme pour en faire du gravier. Hein, vous nous dites, car le caillou souffre de nous savoir chaque jour un peu plus emmurés. Il souffre lorsque, dans le mouvement qu'ont les humains de toujours entreprendre, il est transformé en gravier. Il sent bien que nous faisons fausse route.
il sent bien que nous allons dans le mur. Voilà, donc quelque part, là, vous élargissez le champ de l'empathie humaine pour y intégrer ce que nous Oui. appelons l'inerte, mais qui n'est peut-être pas si inerte que cela. Je crois que ce sont les choses qui nous parlent, autant que nous puissions nous aussi parler comme nous croyons que nous savons le faire, et en fait nous le faisons souvent très, 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 très mal, que nous parlons des choses. En réalité, les choses nous parlent. Et le regard poétique sur le gravier est un regard de souffrance, parce que c'est quand même toute la destruction que nous entreprenons, nous, en tant qu'humains, euh, de tout ce qui est notre environnement minéral, dont les cailloux, tout cela pour venir abonder des routes sur lesquelles nous mettons un autre élément qui est tiré du sous-sol et qui est le pétrole. Et donc cette transformation que nous faisons de la nature, poétiquement, on peut ressentir une souffrance. C'est ce que j'ai voulu exprimer. Parce que je voulais aussi que ces textes ne soient pas uniquement des textes où, de manière un peu peut-être abstraite, on va dire des choses, mais que ce soit ancré dans le réel et dans le réel du monde dans lequel nous vivons et dans lequel je vis aujourd'hui. Et la question du gravier est aussi, et des gravières, donc, qui détruisent aussi les fleuves, les rivières, enfin, voilà. Cette question-là, c'est aussi la question du quadrillage des routes sur la nature et les barrières que les différentes routes, autoroutes, chemins de fer, de plus en plus, ce quadrillage isole et compartimente la nature et empêche les animaux qui vivent dans une nature qui pour eux est un domaine de liberté, les enferme dans des cages en réalité. Donc le gravier, c'est une manière de justement de dire, d'exprimer un ressenti qui est tout le contraire de l'attente que l'on peut avoir lorsqu'on regarde un caillou et de l'imagination que l'on peut mettre en œuvre pour penser le caillou comme un élément qui, arrivé le premier sur Terre, nous a attendus. Voilà. C'est tout à fait l'inverse de ce que poétiquement on dit quand le caillou attend, que de penser que ce caillou, nous, dès lors que nous sommes arrivés, au lieu de le contempler, en réalité, nous en avons fait du gravier. En venir ainsi à ce que la conscience, quoi qu'on en pense, constitue un fragment aussi minéral qu'un caillou. Introduction au geste impensé d'un caillou, 2016. Lorsque on regarde un peu de près, et le mieux que l'on peut le faire avec le savoir qui est celui de chacun, c'est-à-dire avec nos propres limites de connaissances, on s'aperçoit, on nous apprend par des lectures ou par des conférences ou autres que la conscience occupe une place privilégiée dans la philosophie occidentale, pour parler que de la philosophie occidentale, mais ce n'est pas limité, ce que je dis, à cette philosophie-là. Et c'est aussi le critère pour nous, humains, de considérer que nous sommes supérieurs dès lors que nous avons la conscience, ce qu'en disant cela, on perçoit en disant cela plutôt que, de notre point de vue, les autres n'ont que des instincts lorsque ce sont des animaux, ou tout simplement l'inerte n'a rien du tout, puisque de toute façon, il n'est pas vivant. Voilà un petit peu le schéma un peu scolaire, dit rapidement, que l'on a lorsqu'on est un collégien ou un lycéen en France ou ailleurs. Il y a des philosophes aussi qui ont considéré que la conscience, je crois que c'est Nietzsche, la conscience n'est pas limitée à
à l'espèce humaine et qu'il y a une conscience du monde. Il y a une conscience du monde. Dans mon langage, je dirais qu'il y a une conscience des fragments. Elle constitue, cette conscience, dit le texte, un fragment aussi minéral qu'un caillou. Ben oui, parce que si on part de l'idée, comme j'essaie de le dire dans les textes, que le caillou est l'élément premier de ce qui nous arrivera ensuite lorsque nous-mêmes nous allons apparaître sur Terre, eh bien, cette conscience qui est aussi la nôtre, et parfois on considère qu'elle est principalement la nôtre, elle a une minéralité, elle a une partie de minéralité, comme le caillou qui nous attendait en a une également. Donc la minéralité, dans ce recueil et dans mes textes, représente, je ne dirais pas l'origine, parce que ce texte est trop marqué philosophiquement, mais représente une étincelle, un commencement, le commencement de quelque chose. Et la conscience que l'on peut avoir à un moment donné n'est que le prolongement de cette étincelle dont le caillou que les hommes préhistoriques frottaient pour faire du feu, hein, c'est pas, le caillou, c'est pas rien. Eh bien, la conscience, elle a une minéralité. Elle est pas une abstraction pour moi. Et en disant ça, je ne pense pas à la matière que constitue le cerveau. Je pense que la conscience est quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose que l'on peut percevoir par les sens, sentir. Et donc, il y a une consistance. Lorsque on est dans un grand silence, dans une forêt ou au bord de la mer, et d'une certaine manière dans une grande solitude au milieu de l'univers, pour revenir, enfin, sans être trop pascalien, on va sentir quelque chose qui est comme une onde qui nous traverse. Il y a une consistance, voilà. Et donc les textes disent que le caillou a été le premier à penser et que nous ne sommes qu'un prolongement, quelque part, de cette pensée du monde tel que nous pouvons le sentir, le percevoir. Naturellement, ça peut paraître inconsidéré de dire les choses comme ça, parce que d'autres diront, mais j'ai jamais vu un caillou penser. Oui, d'accord, mais les liens entre nous et les cailloux, eux, ils pensent. C'est ça qui est important. Et quand il y a des liens pensants entre un caillou et un humain, eh ben, ça rejoint les thèmes qu'il y a sur les intervalles, là. Qui est-ce qui pense? Est-ce qu'il y aurait la pensée sans le caillou? Est-ce que, etc. Donc on peut se poser un certain nombre de questions de ce genre. Il ne faut pas oublier que tous ces textes sont des textes poétiques, et donc ils ne sont pas en train de constituer un système philosophique, ils sont en train de dire comment un poète perçoit un certain nombre de choses, et comment il essaye de les étayer en donnant quelques définitions du vocabulaire que ce poète utilise. Alors, on va passer au texte suivant, qui est la continuité, puisque là, c'est un autre fragment situé un peu plus en amont, en aval dans l'histoire de l'évolution, c'est la fleur. La fleur qui introduit le mouvement, le principe vivant. Et donc, vous avez un texte là magnifique. Peut-être vous pouvez nous le lire, ou du moins un passage. Donc, on commence par le début. Donc, oui. Dès lors, les fleurs, puisque le titre de ce texte c'est Fleurs, dès lors, les fleurs sont le mouvement. Ce sont elles qui éprouvent la vie. Elles représentent la figure de la fille prodigue. Là où la pierre ressent la bonté à l'intérieur de son propre ordonnancement, les fleurs ne sont que désordre. Leur persévérance à trouver la moindre faille dans le rocher est une folie.
un caprice au milieu de l'éternité. Là où la pierre est en harmonie, n'ayant jamais eu à connaître la foudre, la fleur est attirance, quel que soit le danger. Sans elle, la pierre n'aurait jamais su ce qu'est le désir. C'est elle la fleur qui l'initie. Elle est en elle, tout est excès, tant la frivolité qu'elle met à se faire belle, que sa révolte contre l'immuabilité dont la pierre abuse, afin de n'avoir jamais à trancher. Elle se gave d'orgie et meurt d'envie de blasphémer. Mais parfois, elle revient tendrement vers la pierre, comme le font tous les voyous en herbe, tous les garnements à l'affût d'être consolés. Elle en a assez de toute cette débauche de parfum, de ce bazar de rouge à lèvres, assez de se farder, assez de se maquiller. Il y a ainsi, dans l'idéal d'une fleur, un murmure impassible, scellé au temps des pierres et de la vie souterraine des fleurs. Peut-être, pour éclairer, effectivement, il y a le caillou et il y a la fleur. Le caillou, on l'aura compris peut-être à travers les quelques explications antérieures, il est immuable. En quelque part, c'est Dieu le Père. Si on voulait le rendre théologique, ce passage. C'est Dieu le Père, il est toujours là. C'est pour ça qu'il attend. Il est toujours là. Mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas. L'adjectif est donné dans le texte, il est immuable. Que serait la vie s'il n'y avait que le caillou, en le disant comme ça. Or, il y a création, pour utiliser le mot biblique de création. Si on était avec un langage aristotélicien, on dirait qu'il y a mouvement. On sort de l'impassibilité. La vie fait qu'on sort de l'impassibilité. Et la fleur, dans les textes, elle représente justement ce grain de sable, ce désordre, ce point qui excède parce que vivant. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis que c'était la fille prodigue. La fille prodigue, parce que le fils prodigue dans la Bible, c'est quand même lui qui sème le bordel, quoi. C'est comme ça. Et donc, voilà, il y a une débauche de vie. La nature est faite de débauche de vie. Et pour moi, la fleur représente cette débauche. Donc, en réalité, dans mes textes, la débauche vient du côté féminin des choses, de la fleur. Mais à un moment donné, cette fleur, elle sort du caillou aussi. Et moi, j'ai beaucoup regardé les paysages quand je vivais en Lozère, notamment au printemps, lorsque les petites fleurs sortaient sur les falaises, elles utilisaient toujours une faille et elles sortaient. Et donc, de temps en temps, la fleur revient vers le caillou, revient vers la roche. Et revient en fait, comme le fils prodigue revient vers le père. Donc effectivement, il y a une empreinte de christianisme dans ces textes. Hein. On peut en faire cette lecture-là. Et pour faire la petite lecture d'une des citations qu'il y a en vis-à-vis du texte, dans Pierre d'attente et fleurs configurées, on a déjà dans le titre ce que j'ai essayé de dire avec ces textes en prose. On a une pierre d'attente. Une pierre d'attente, c'est un mot d'architecture qui existe. Hein. C'est la pierre qui, à un moment donné, attend les autres. Pierre, hein, telle qu'elle est posée, les autres vont se disposer autour. Et fleurs configurées, c'est-à-dire les fleurs configurées, elles vont sortir de là et elles vont semer le trouble à tout point de vue, du point de vue de l'émotion comme du désordre qu'elle sème. Et donc le texte de 2013, Pierre d'attente et fleurs configurées, disait « Parfois,
Les fleurs se gavent d'orgie, elles délirent de soleil, s'exhibent sous l'eau de pluie, se gorgent de nectar, d'insectes obscènes, de gabegies, jouissent de la fumerie, brûlent des pans entiers de montagnes et sulfureuses se délectent de tout ce qui, déviant, est maudit. Et l'autre texte en dessous, les fleurs ont été envoyées par les pierres pour sonder l'écorce fragile de l'univers. Et si le monde n'existait pas, il y aurait encore des pierres, afin qu'un jour elles puissent enfanter des fleurs, et des fleurs aussi, pour troubler l'équilibre d'une souveraineté sans miracle, n'ayant jamais connu l'aubépine, ni la blancheur nuptiale d'un pré. Alors l'aubépine n'est pas là par hasard, parce que bon, c'est une magnifique fleur, et puis c'est la fleur de Marcel Proust hein, également. Et le dernier texte, quand la pierre se vide, la fleur jaillit du ravin. Oui, là aussi, c'est quand même quelque chose. C'est que la pierre, en fait, elle se vide. Euh, on a là ce phénomène euh, qui, est, qui est connu et décrit par les théologiens. C'est Dieu qui se vide pour, dans la création. Hein, c'est ça aussi. Donc voilà, le caillou ne va pas sans la fleur et la fleur ne va pas sans le caillou. Et c'est pour ça que ces deux textes, je les ai mis l'un à la suite de l'autre et les deux à la suite du premier texte qu'on a vu tout à l'heure, qui est communauté de fragments. Il y a la communauté des fragments et il y a également un texte après, l'égalité des fragments. Ouais, et entre-temps, il y en a un qui est désordre. Voilà, sur le désordre. Le rapport entre le désordre et, quelque part, la créativité du poète. Vous dites, seul le désordre est créatif. Alors, quelle est votre expérience en tant que créateur, justement, vis-à-vis de cette question de l'ordre et du désordre? La création, c'est pas le conformisme. C'est jamais le conformisme. La création, c'est toujours la débauche, la sortie des sentiers battus. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette phrase « Seul le désordre est créatif ». La création de texte, mais ça pourrait être vrai pour un peintre ou autre, c'est toujours casser l'aspect, pour s'en tenir à cet aspect-là, l'aspect société des choses, ou l'aspect ordre établi, ou l'aspect je me conforme à ce que j'ai appris et je n'en bougerai pas. Non, la création, c'est de faire exploser les choses, c'est de les détourner, c'est de les rendre troubles, ambiguës, ambivalentes, et de cette manière-là, s'approcher d'un réel, s'en approcher, qui n'est pas, et qui est tellement éloigné lorsqu'on est dans le conformisme. Donc voilà. Mais ce faisant, on rejoint l'immuabilité de la pierre aussi, qui elle n'est pas conformiste, qui contient le tout, et qui est l'attente. Et l'attente, elle a besoin à un moment donné de se révéler à elle-même. Et donc c'est tout le fracas, parce que c'est du fracas la création, de, de, c'est la fleur qui est créatrice, quoi. Rejoindre le corps des choses, c'est faire corps avec la poésie. On pourra toujours me dire que je n'ai rien compris, que sur le fronton des hôtels de ville, l'égalité est inscrite pour tous les citoyens du pays, qu'il y aura toujours une différence entre le vivant et l'inerte, les êtres et les choses, l'homme et l'animal, le sujet et l'objet. Et alors? Qui sait que Dieu n'existe pas plus qu'il n'existe, et qu'il n'y a rien à apprendre que l'on ait avant de naître déjà appris? Qui sait que l'égalité est l'état où la qualité de choses ayant une caractéristique identique, et que mettre en égalité, c'est mettre sur le même pied, ne pas faire de différence? Qui sait que penser est une chose impossible, et que le monde n'est que l'interprétation incertaine d'un court-circuit?
qui sait quoi que ce soit sur l'analogie, la ressemblance proportionnelle, fondée sur la similitude de rapports entre des réalités différentes, sur la métaphysique des degrés de l'être, la ressemblance dans la dissemblance et la juste administration de la diversité. Voilà, donc tous ces fragments, le caillou, la fleur, mais aussi l'humain, sont à égalité dans cette expérience poétique. Oui, chez Aristote, il y a l'égalité de la substance. Et donc, pour Aristote, sur le plan de la substance, qui est la singularité même, hein, un chat, la substance d'un chat est égale à la substance d'un homme. La substance première. Donc il y a chez Aristote cette idée qui est importante. Si on voulait s'en tenir qu'aux aspects d'humanité, la substance de Pierre est égale à la substance de Paul. Et la substance de telle personne qui peut éprouver des difficultés physiques ou autres ou mentales dans sa vie, sa substance est égale à la substance d'Einstein ou autre. Il y a égalité. Quand je parle d'égalité de fragments, je souhaite sortir de la sphère humaine et donc appréhender, je n'y reviens pas, je le disais tout à l'heure, les choses inertes et les autres vivants. Il y a beaucoup d'écrits actuellement qui sortent sur cette manière d'appréhender les choses. Mais ça ne sort pas de rien. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde et depuis qu'il pense, il y a des penseurs qui ont, et Aristote n'est pas le moindre, qui ont appréhendé les choses en disant qu'il y avait une égalité de la substance première. C'est important. Et donc il y a effectivement là un texte, égalité des fragments. Alors, toute la fin du texte que je viens de lire, sont des phrases qui sont tirées en fait de la philosophie médiévale hein, et de la scolastique, donc, que l'on aurait intérêt d'ailleurs souvent à lire et à relire, ou à apprendre tout simplement, parce que c'est souvent une philosophie qui reste comment dire, ignorée. Or, cette philosophie-là a dit des choses très importantes sur l'analogie et sur la métaphore, et notamment sur l'analogie. Je crois qu'en poésie, il y a une manière de penser par l'analogie. Et quand il y a des analogies dans des textes ou qu'il y a des métaphores, c'est bien justement, comme a pu le dire pour la métaphore Pierre Reverdy, c'est rapprocher des choses lointaines dont on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait les rapprocher, qu'on pouvait créer des liens. C'est ça qui crée l'image poétique. Et donc, voilà, à travers l'analogie, la métaphore, la pensée philosophique, il y a un soubassement à ce texte, égalité de fragments, qu'en tant que poète, je ne saurais pas et je n'ai pas à développer comme si j'étais un philosophe, mais j'ai souhaité mettre l'accent parce qu'il est essentiel. On peut comment dire, dans la vie de tous les jours, voir qu'il y a quelqu'un qui est costaud sur les incidences. Il y a bien sûr des différences, des rapports de force ou autres, oui, mais c'est sur les incidences, c'est pas sur la substance. Sur la substance, il y a égalité, et c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça que je crois qu'il y a derrière ce texte. Il faut savoir qu'il y a un texte qui est dans ce recueil, qui est sur la différence aussi. Et que là, donc, il y a une autre manière d'appréhender les choses qui, pour moi, sont des découvertes à travers des lectures de Jacques Derrida ou de Gilles Deleuze, ou d'autres, hein, sur
sur la différence. Mais voilà, les deux textes sont dans le recueil. Oui, je ne peux pas aborder ce texte sans lire les deux premières citations là, que vous avez mises. Qu'il soit animé ou inerte, il n'y a pas de différence entre les fragments. Telle est l'idée qui sous-tend le geste impensé d'un caillou. Le geste impensé d'un caillou qui est un des textes que vous avez publié. La citation suivante, je crois effectivement qu'il existe une communauté de fragments, une communauté invisible incluant la pensée confiée aux hommes, que nous sommes la pensée d'un caillou qui pense. Je crois que ça résume bien tout ce que j'essaye maladroitement de dire depuis le début, mais c'est maladroit parce que c'est difficile à exprimer, c'est la raison pour laquelle on l'écrit sous forme poétique, parce que la poésie est souvent la saisie de quelque chose de très inconfortable. Et d'ambigu, et d'ambivalent, et dont on ne parle pas tous les jours au petit déjeuner. Et donc, voilà, ça ne peut pas être expliqué autrement que maladroitement. Est-ce que, alors ça c'est une question un peu plus personnelle, en lisant cela, je pense à deux choses. Je pense d'abord à Jean-Luc Nancy. Alors je ne sais pas s'il vous a influencé par rapport à cette thématique des fragments, mais Jean-Luc Nancy est un philosophe qui essaye de penser la coexistence des étangs, de ce qu'on appelle en phénoménologie les étangs, et le sens que cela forme, cette coexistence. Et deuxièmement, je ne peux pas m'empêcher de penser également à quelque chose de plus pictural, la mosaïque, le cubisme, où on pourrait peut-être avoir cette expérience de cette communauté vibrante des fragments. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une inspiration aussi? Alors, concernant Jean-Luc Nancy, qui vient de nous quitter au mois d'août, puisqu'il est décédé au mois d'août, Jean-Luc Nancy, je l'ai beaucoup lu. Et je ne les ai pas là sur mon bureau, mais j'ai effectivement des citations de Jean-Luc Nancy où je m'aperçois que j'écris des choses qui vont dans le sens de ce que lui-même a pu écrire. Et pour moi, étant très, très admiratif de ce qu'a écrit Jean-Luc Nancy et de sa vie tout court, pour moi, c'est quelque chose, comment dire, le fait que j'ai retrouvé chez Jean-Luc Nancy, ou que j'ai emprunté à Jean-Luc Nancy des choses que lui-même a pu écrire avant moi, c'est un élément essentiel, c'est un élément très, très, très important. Effectivement, j'ai des citations qui pourraient se trouver là et qui vont, qui tournent autour de cette idée, oui, d'une multitude d'étangs. Et en disant multitude, d'ailleurs, on retrouve encore là un thème philosophique, et notamment de la philosophie scolastique, qui est qu'en réalité, nous sommes toujours entre l'idéal de l'un et la multitude. Certains ont pu écrire, ce que je pense réellement, moi aussi, que nous ne pouvons accéder, nous, humains, à l'un que à travers la multitude. Et donc, il y a bien, sous-jacent à ces différents textes dont on est en train de parler, des lectures que j'ai pu faire, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir à un moment donné, appelons ça l'intuition de quelque chose que l'on va écrire dans un poème. Il faut aussi essayer de comprendre à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'il faut toujours apporter de la structure pour qu'un texte tienne. On ne peut pas écrire n'importe quoi non plus. Parce que depuis que l'humanité pense, les choses ont été dites. Et donc, on n'invente pas. À un moment donné, on s'inscrit dans des traditions
et on retrouve l'immuable d'une certaine manière, on s'inscrit dans des traditions. Et que donc, il ne s'agit pas de dire des choses de travers. Donc, il faut toujours essayer de retrouver, avant ou après que l'on ait écrit, des, des choses qui viennent étayer ce qu'on a pu soi-même découvrir ou redécouvrir. Je n'ai pas répondu sur, comment dire, est-ce que mon expérience picturale euh, m'a conduit à écrire ce que j'écris. Il y a le cubisme, mais je pense que j'ai plus été influencé par le pointillisme en réalité. Je pense que le, c'est pas directement le pointillisme, mais les nymphéas de Claude Monet, euh, lorsque je vois à travers des documentaires ou des lectures comment les choses aboutissent à un moment donné par rapport au nymphéa et par rapport à Monet et à ses recherches picturales, à la peinture de Rothko, je suis émerveillé par ces panneaux de couleurs de Rothko. Je suis émerveillé par ce que ça m'apprend du regard que l'on peut porter sur la nature, sur les choses, l'éclairage que ça me donne. Voilà, donc ça vient plus de là, le cubisme lui-même étant une décomposition des mouvements est marqué par la guerre, et notamment les blessés de la guerre de 14-18. Donc c'est pas tellement du cubisme, c'est plutôt de ce que m'a apporté le travail des pointillistes, disons. D'accord, alors continuons avec un autre thème du recueil qui là aussi revient plusieurs fois dans différents recueils, qui est le thème de l'économie du peu. Quelque part, votre réflexion, votre écriture sur la question de la rareté, du minimalisme, la discrétion, le retrait peut-être aussi, ce que vous appelez aussi dans ce recueil la paucité, un mot qui viendra après, ou bien disons la parcimonie. Voilà, un certain nombre de mots là, comme ça, qui tournent autour de cette économie du peu, qui est aussi bien un thème sur lequel vous écrivez qu'une manière d'écrire, c'est-à-dire un style qui vous est propre et qui qualifie, qui caractérise aussi votre sensibilité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ce thème? Alors, économie du peu, c'est dans les textes quelque chose qui vient finalement lutter, pour le dire comme ça, contre, contre la transformation des cailloux en gravier. Et contre le Black Friday aussi. Voilà. Je crois que ces textes ne pouvaient pas être, comment dire, je crois qu'il faut à un moment donné qu'on écrive des poèmes ou autres, quelle que soit la manière dont on les écrit, il faut garder présent à l'esprit une réalité de notre monde qui est quand même une réalité politique et économique, qui est un ultralibéralisme, qui est une manière de détruire la nature en permanence, sans qu'on sache ou qu'on veuille s'arrêter de le faire, etc. Et donc l'économie du peu, c'est voilà, c'est une manière de réagir en poète, mais de réagir sur la conception dominante de l'économie d'aujourd'hui, qui est en fait de faire une production de masse en détruisant de plus en plus des choses rares, que ce soit l'air, l'eau, la pierre, les paysages, et voilà. Donc il ne s'agissait pas non plus de tomber dans un texte, comment dire, qui serait une sorte de manifeste politique ou autre. Non. Et
l'économie du peu, ça a été le titre d'un de mes recueils antérieurs. Et justement, cette idée de paucité, euh, c'est quelque chose qui pour moi est assez présent, c'est-à-dire que paucité, donc c'est, je donne l'exemple de la fleur là, hein, les fleurs qui ont peu de pétales par exemple, donc c'est avoir conscience que on doit réagir par rapport à nos modes de vie avec économie. Parce que l'économie, telle que personnellement, quand j'étais étudiant, on me l'a fait découvrir, c'est aussi la manière d'appréhender la rareté. Euh, et ça, on l'oublie aujourd'hui, puisqu'en réalité, nos productions sont des productions de masse et notre consommation, c'est Noël demain, il suffit d'aller dans les magasins, on voit comment nous l'abordons. C'est toujours en termes de quantité et de plus en plus de quantité. Euh, L'économie du peu, c'est autre chose, c'est se contenter de peu en réalité, non pas de rien, de peu. Euh, et je crois que c'est dans ce texte que je donne l'exemple de, quand j'étais gamin, que je voyais mon père se laver les mains après une journée de travail en mettant ses deux pommes sous le robinet. Et je crois qu'il ne pouvait pas moins consommer d'eau en faisant ce geste qu'il ne le faisait, puisqu'en réalité, il suffisait d'un tout petit peu d'eau pour qu'il puisse se laver les mains. Voilà, c'était... Et je donne aussi à un moment donné un exemple de personnes rencontrées dans les Cévennes avec les amis lorsque nous randonnions et nous n'avions plus d'eau dans la gourde et cette personne donc avait eu la bonté de nous en donner et elle avait puisé pour le faire dans sa bassine qui était l'eau qu'elle avait récupérée cette personne à la source pour sa journée, non pas uniquement pour boire mais pour faire sa cuisine, etc. Et donc, je sais que dans cette région, que sont les Cévennes, l'eau y est rare et donc elle est consommée avec parcimonie. Le mot parcimonie, d'ailleurs, est un mot magnifique. Ce n'est pas l'avarice, hein, c'est la parcimonie, c'est-à-dire avoir le sens des choses. Ne pas gaspiller, c'est ce Voilà. que vous dites. Un jour, dans les Cévennes, je marchais avec des amis. Nos gourdes étaient vides. Il faisait chaud. Au croisement d'une toute petite ferme isolée au milieu des taillis, un homme est sorti sur le pas de sa porte. Nous lui avons demandé de l'eau. Il y avait à l'intérieur une bassine, sans doute sa réserve pour la journée qu'il était allé chercher dès l'aube près d'une source dans les environs. Il a puisé dedans et nous sommes repartis. Lui, n'ayant plus tout à fait autant d'eau qu'il en aurait eu besoin pour faire sa cuisine, boire un verre ou bien se laver. Nous, pleins de gratitude pour ce geste inespéré. Afin d'assurer sa course, le capital a besoin sans cesse de dévorer. Bientôt, même un caillou n'aura plus d'air pour respirer. C'est le peu qu'on cherche à détruire, le peu dont on veut aujourd'hui anéantir l'économie. Il représente le retournement intérieur de la force, la paix que redécouvre la finesse de l'abandon. Une pensée ne peut penser que le peu qu'elle pense. L'économie du peu est le surcroît de sa réduction. Oui, c'est bien que vous me demandiez de lire cette fin de texte parce que effectivement, en écrivant, je me souviens très bien, ces formules-là me sont venues à la fin et je les ai gardées bien sûr. Euh, Le capitalisme, c'est la lutte contre, c'est la destruction de l'idée du peu. C'est ça que ça dit, et je crois que cette idée résume exactement ce que j'essaye de dire. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est la volonté politique et économique délibérée de détruire le peu. Or, tout ce qui se fait de grand euh, se fait en étant petit. Hein. Et donc, cette destruction du peu, euh,
c'est la destruction de notre âme, en réalité. Et l'ultralibéralisme, sa volonté, c'est de détruire notre âme. C'est-à-dire que nous ne puissions que subsister sous une forme mécanique, et non pas sous la forme de, de notre amour de la vie. Et ça, et c'est pas exactement c'est ce que je voulais dire, mais il faudrait que je trouve une meilleure formule pour le dire. Euh, le peu, c'est la clarté du regard, en réalité. Quand on a l'approche du peu, on voit les choses telles qu'elles existent au sens noble, leur petitesse. Un feuillage, c'est quelque chose qui ne grandit pas. C'est quelque chose qui se révèle tel quel avec sa faiblesse, son impuissance et son envie de vivre. Ça n'a pas besoin d'être multiplié pour devenir plus fort, plus grand, plus important. Il y a dans ces textes également toute l'analyse que Simone Veil fait de la force et des dangers que représente la force. Voilà, un petit peu, je le dis pas très bien, mais il faut le garder comment j'essaye de le dire. Voilà, je crois que la phrase, c'est le peu qu'on cherche à détruire, le peu dont on veut aujourd'hui anéantir l'économie. Je crois que c'est ça l'idée. Alors, il y a un troisième grand thème dans ce recueil, qui est là aussi un thème qui parcourt votre œuvre, c'est le thème du rien, de la négativité. Et donc là, dans ces textes en prose, vous reprenez cette thématique. Peut-être on pourra lire un extrait sur ce thème. Et c'est un thème qui a beaucoup à voir avec des questions de théologie, et notamment ce qu'on appelle la théologie négative. Alors peut-être vous pourrez là aussi nous en dire deux mots. Alors, peut-être on pourrait commencer par lire le début du texte qui s'intitule « Rien ». Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? On pourrait esquisser une réponse. Et si en réalité il y avait quelque chose parce que justement il n'y a rien? Essayons de ne pas jouer sur les mots. Peut-être qu'il y a des choses parce qu'il y a d'abord du rien. Un peu comme le fond bleu ou doré d'un tableau, ou bien d'une icône, dont on dit qu'il représente la divinité. Si, en effet, il n'y avait que rien, il n'y aurait que le fond bleu ou doré, ou, dans une version plus moderne, un tableau tout blanc, blanc sur blanc, c'est-à-dire rien. A contrario, s'il y avait plus une seule chose, plus un seul arbre, plus un seul caillou, plus une âme en peine pour penser que les cailloux pensent, il n'y aurait plus rien non plus. Mais que veut dire la divinité s'il n'y a pas un seul grain de sable? Que devient le mystère de l'abandon? Alors, c'est peut-être le texte le plus difficile. Bien sûr, quand je commence, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? euh, je sais que c'est Leibniz et puis Heidegger, enfin, et d'autres philosophes, sûrement, c'est la question essentielle que se pose tout philosophe à un moment donné. Et donc, le texte est parti également de cette question que j'ai repris de ces grands philosophes pour essayer, non pas à mon tour, c'est pas ça, mais pour essayer de penser par moi-même. Et ce qui m'a aidé, c'est peut-être l'expérience picturale. Parce que c'est vrai que dans les tableaux, et plus particulièrement les fonds dorés des icônes, euh, il y a le fond doré, et puis il y a une scène de la vie, voilà, très bien. Mais il y a ce fond doré. Et donc, il pourrait tout à fait y avoir que le fond doré.
Mais s'il n'y avait que le fond doré, il y aurait que ce que représente ce fond doré, c'est-à-dire la divinité. Euh, j'ai essayé et on retrouve le pointillisme à un moment donné, j'ai essayé d'aller vers cette idée que euh, la scène que représente le tableau, c'est aussi le fond doré, et que le fond doré, c'est aussi la scène que représente le tableau. Alors derrière, il y a bien sûr la kénose. Dieu se vide dans sa création. Euh, et j'y réponds sûrement théologiquement pas très bien, mais je ne sais pas s'il y a un théologien qui répond très bien aux questions qu'il se pose. Euh, Ça va jusqu'à dire que Dieu ne serait pas Dieu si finalement il n'y avait pas la création. Parce qu'il lui manquerait quelque chose. Et là, donc, il y a tout des passages sur la passion, en réalité, du Christ, qui fait qu'à un moment donné, il est Dieu et il est homme. Et que donc, il en bave comme tout le monde, et plus que tout le monde, puisqu'il est le Christ. Donc, il y a cette idée euh, que Dieu le Père, les plus grands ont dit qu'il était incompréhensible. Donc, Maître Écart l'a dit comme ça. Il a même écrit qu'il était néant. Donc, enfin, on trouve toujours des formules. Quand on lit, en tout cas, on rencontre des formules qui font que d'autres disent que Dieu est hors du temps et hors de l'espace. Donc, voilà, c'est donc très, très difficile. Mais nous, notre rencontre, c'est à travers l'apparence, c'est-à-dire à travers, pour revenir à mon tableau, scène de vie. Donc, dans les icônes, il y a bien le fond doré, mais il y a aussi la scène de vie. Et il n'y aurait pas de fond doré, parce que si tout était doré, il n'y aurait plus de fond doré s'il n'y avait pas la scène de vie. Et c'est un peu cette manière de tourner autour, parce que en réalité, ce qui est écrit là ne se conclut pas, rien ne se conclut dans ce que l'on écrit. Il y a une manière de tourner les choses dans un sens, dans un autre, avec les éléments qui sont les miens, et notamment le fond blanc sur fond blanc, c'est mes expériences de mes connaissances de la peinture moderne, dite moderne, etc. Voilà un petit peu. C'est un texte important pour moi parce que il, euh, il m'a fait beaucoup réfléchir avec comment dire, les moyens que j'avais à ma disposition intellectuellement pour réfléchir au moment où j'ai écrit. Oui, vous dites d'ailleurs que tout est divinement imprégné, comme dans ces icônes, et quelque part, c'est donc cette idée que c'est à travers le visible qu'on peut percevoir l'invisible, et en même temps, c'est par l'invisible qu'on peut véritablement percevoir C'est le la visible. grande. Moi, je crois que c'est quand même la grande idée du christianisme qu'à travers l'incarnation, et là on est à la veille de Noël, justement, la divinité euh, imprègne le monde dans lequel on vit. Oui, et il y a presque une invitation à aller se ressourcer dans ce rien pour euh, complémenter cet excès peut-être de consommation qu'il y a à travers le capitalisme et l'ultralibéralisme dont vous venez de parler. Euh, et donc cette idée que ce rien, cette négativité peut finalement être une ressource aussi pour le poète, mais pour l'homme. Oui, c'est là, vous faites allusion à une des citations qui suit le texte et qui est tirée d'un recueil qui s'appelle Rien jadis ou peut-être déjà. Cette citation dit la chose suivante. On en arrive à l'idée que le rien est peut-être l'ultime ressource, en tout cas celle dont les arbres et les pierres disposent pour accompagner un prochain retrait. Euh, alors on retrouve l'idée que la nature en tant que telle est inspirante
et qu'elle fait partie de nous. Elle est en nous, elle nous imprègne, la nature. Alors, je ne fais pas du spinozisme, hein, mais elle nous imprègne. Et que nous imprégnant, elle nous fait percevoir quelque chose qui n'est pas quelque chose au sens que l'on pourrait donner à cette chose de manière économique, philosophique, politique, etc. Et que donc, dans le texte, on en arrive à l'idée que le rien est peut-être l'ultime ressource, en tout cas celle dont les arbres et les pierres disposent pour accompagner un prochain retrait. Ça veut dire que les arbres, les pierres, dans l'exemple qui est donné, ont déjà effectué ce retrait. Elles sont dans le retrait. Heidegger a une autre formule, il dit qu'elles ne sont pas au monde, elles n'ont pas deux mondes, ou elles ont un faible monde, enfin il dit quelque chose comme ça. Hein. Moi je ne suis pas très d'accord, je crois que justement, elle nous éclaire sur ce qui est le monde, ou appelons-le le non-monde, tel qu'il existe ou qu'il pourrait exister si nous n'avions pas l'interprétation que nous avons du monde dans lequel nous vivons. Hein, le monde n'est qu'interprétation, c'est une phrase célèbre de Nietzsche, je crois, mais la nôtre interprétation, la nôtre dominante, est quand même que tout ce que nous percevons est l'objet d'une utilisation, d'une production, d'une transformation, et donc nous voyons les choses à travers l'utilisation que nous pouvons en faire. Mais la réalité, c'est qu'un arbre, lui, s'il pense, et j'ai dit tout à l'heure que de mon point de vue, il pense, Paul Klee a dit c'est pas moi qui regarde l'arbre, c'est l'arbre qui me regarde, donc il y a bien quelque chose là-dessous. Lui, l'arbre, il ne le voit pas comme ça, et justement, de nous en imprégner de cet arbre, de cette pierre, on en arrive à l'idée que d'un non-monde, d'un presque rien en quelque sorte, et qui est le retrait que nous pouvons faire. Et en fait, c'est une vision monastique. C'est une vision monastique. Quand quelqu'un, anachorète, ermite, moine dans son abbaye, et d'autres expériences, ne serait-ce que prendre un moment et se poser en quelque part pour sortir de l'agitation dans laquelle on vit, c'est ça le retrait. Mais ce retrait, ceux qui nous en parlent le mieux, c'est ceux qui vivent à l'intérieur de ce rien, comme les arbres, les pierres et d'autres fragments qui nous indiquent une voie en réalité. Quand on dit, dans le langage d'aujourd'hui, allez dans une forêt, ça vous fera du bien, et vous verrez, entourez un tronc d'arbre avec les bras, vous ressentirez quelque chose, etc. Il y a une part de vrai dans ce qui est dit, mais c'est dit dans notre langage contemporain, qui est qu'il faut se faire du bien. En réalité, ça va beaucoup au-delà. Ça va beaucoup au-delà. C'est quand même, et je pense que d'autres peuples, les Amérindiens ou autres, l'ont senti et l'ont compris beaucoup, beaucoup mieux que nous. C'est en réalité, lorsque nous nous percevons comme Pierre, lorsque Deleuze a écrit là-dessus des choses extraordinaires dans 1000 plateaux, quand nous nous percevons comme Pierre, comme animal, etc., nous perdons, nous délaissons notre manière sociétale de nous percevoir et de percevoir le monde, et nous retrouvons une ressource, et effectivement une ressource qui fait du bien, parce qu'elle est imprégnée de bien. Et c'est ça que j'essaye de dire. Alors, pour terminer, un autre thème, une autre manière d'aborder le même sujet, finalement, qui est le thème de la différence. C'est l'avant-dernier texte du recueil.
puisque nous avons vu qu'il y avait une communauté et une égalité de tous ces fragments, mais il ne faut pas pour autant négliger leurs différences et leur singularité. Voilà, alors moi j'ai envie qu'on lise ce texte pour commencer, puis après je vous laisserai le commenter librement. Que la différence puisse différer n'est pas contradictoire avec l'idée d'une égalité imprégnant chaque chose sans distinction. Il n'y a pas de mauvaises herbes ni d'animaux nuisibles. Sans expliciter davantage la conclusion qui va suivre, il n'y a pas de différence entre les choses, c'est-à-dire d'inégalité. Il n'y a pas de différence parce qu'il existe une communauté de fragments et qu'au sein de cette communauté, chaque fragment est, à proportion, touché par le même levain. Ainsi, considérer certains êtres comme ayant une identité supérieure est une erreur du regard qui rend le monde invivable. Disons-le clairement, l'égalité dont je parle n'est pas celle universelle mais circonscrite que la République a choisie pour devise. Elle est le bien qui émane de la matière, quelle qu'en soit la forme ou la fantaisie. En un mot, elle englobe toutes les choses animées et inanimées, rejette la distinction que d'autorité la raison fait peser entre les personnes et les choses, entre des sujets qui disposent et des objets soumis. Acheminer vers soi l'étendue de cette conversion nécessite que chaque existant accepte la mosaïque des choses, consente à l'équivalence de ce qui aujourd'hui se distingue par classement. C'est Aristote d'ailleurs qui opérait ces classifications hiérarchiques Et oui, au commencement de la tradition occidentale. oui, c'est exact. Alors j'imagine aussi que cette singularité, cette différence, elle est également inspirée de penseurs plus contemporains, et bien sûr Oui. par Jacques Derrida. Oui, c'est pour ça que le texte, c'est pour ça que le texte commence que la différence puisse différer, puisque Voilà. Quand Derrida écrit différence avec un A, c'est bien l'idée de différer. Le mot différence est un mot qui philosophiquement est important. On retrouve la différence dans l'expression le même et le différent, qui est au cœur de la poésie, de la philosophie occidentale. La question de la vérité se pose à travers la question de la différence. Comment trouver une vérité lorsque c'est différent d'un jour à l'autre, par exemple. Se retrouve dans l'histoire également. Vous citiez Derrida, son interrogation et sur la phénoménologie de l'histoire, et donc la question de la différence est très présente dans sa réflexion, mais la différence se pose également dans l'être et le néant. L'être se modifie en fonction de la négativité. Et donc, à un moment donné, il y a du négatif et de la négativité dans l'être, et il y a ce mouvement qui fait que ce qui est aujourd'hui peut être différent demain. Et cela nous a été dit depuis les présocratiques. Donc, c'est une question que peut-être je résume de manière approximative, mais je veux simplement mettre en évidence que ce mot différence n'est pas un mot pris au hasard. Le temps également, la question du présent, du passé et du futur se pose en fonction de ce qui change, de ce qui est différent. Quant à l'altérité et à l'identité de soi-même, c'est aussi quelque chose qui fait appel à cette notion de différence. Bref, tout ça fait que philosophiquement, ce n'est pas moi qui vais apporter quelque chose de neuf sur la question de
de la différence, telle que différents philosophes jusqu'à l'époque contemporaine avec Jacques Derrida et puis Gilles Deleuze ont pu l'aborder. Donc finalement, mon propos, il est lequel? Il est de nouveau de revenir à cette mosaïque de fragments dont j'ai parlé dans deux des textes qui précèdent, qui sont le premier, donc communauté de fragments, et puis l'autre, égalité de fragments. Et donc, vous avez lu deux des citations qui accompagnent le texte, où il est dit, voilà, en gros, il n'y a pas de différence. Je reprends le premier des textes, car il n'y a pas de différence entre l'oiseau et l'arbre, lequel chante, entre la pierre et la fleur, laquelle est transfusée. En même temps, il y a aussi une citation que vous n'avez pas reprise, parce qu'on ne peut pas toutes les reprendre, qui dit « Il y a si peu de différence avant de naître ». Et donc, si on fait appel aux ressources qui sont les nôtres dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, de notre vie prénatale, ou à ces ressources que l'on évoquait aussi dans le cours de la conversation sur le texte qui porte comme titre Rien, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a un moment ou un espace. En disant espace, je pense à la mosaïque des fragments qui constituent notre manière d'être. Il y a un moment ou un espace où on peut considérer qu'il n'y a pas de différence. Et j'oserais dire, quelles que soient les différences. Quelles que soient les différences. La différence avec un A, comme l'écrit Derrida, cette manière de différer, à la fois différer, remettre à demain, mais aussi différer, c'est-à-dire changer au fur et à mesure, c'est peut-être là aussi l'essentiel, c'est-à-dire dans ce mouvement qui emporte au moment, à l'instant où on vit, les traces du passé, les perspectives de futur, et qui emporte le tout. Mais rien ne nous empêche, c'est la première phrase qui le dit comme ça, que la différence puisse différer n'est pas contradictoire avec l'idée d'une égalité imprégnant chaque chose sans distinction. Ça veut dire que, quelle que soit la connaissance que l'on peut avoir, chacun avec ses moyens intellectuels, de ce concept de différence à travers les différentes époques, qui marque bien qu'à un moment donné, notre être va à la fois être le même et en même temps va se modifier de différentes manières, et que donc il y a une sorte de négativité qui vient agir sur l'existant de manière à ce qu'il en soit modifié. Ça, c'est quelque chose que la philosophie nous dit et que l'on peut considérer comme des acquis de la philosophie. Acquis entre guillemets, mais comme voilà, des choses que la philosophie nous a révélées en réalité au fur et à mesure de sa tradition et de son histoire. Mais est-ce que ça vient en contradiction avec le fait que un poète puisse considérer qu'il y a une égalité de fragments et qu'une coquille d'escargot, telle qu'elle est, proportionnellement telle qu'elle est, n'est pas quelque chose d'égal avec un cerveau? Je pose la question. Dit comme ça,
tout le monde va me répondre, mais vous êtes fou, parce qu'un cerveau a une capacité et aboutit à la conscience, la coquille d'escargot. Non. Oui, mais pour l'escargot, quand même, au moment où l'escargot, la coquille a été inventée, avec cette spirale, etc., proportionnellement, au sens d'une égalité proportionnelle, comme la philosophie scolastique nous le dit, il y a bien là une invention, pour employer ce mot, qui, en tant que telle, vaut bien d'autres inventions, même si ces autres inventions ont une capacité supérieure à celle que je suis en train de décrire de l'escargot. C'est pour ça que, bien sûr que notre vie, nous n'existerions pas s'il n'y avait pas de différence. Parce que nous serions toujours le même et que donc, voilà. Mais en même temps, le fait que nous existions tels que nous sommes en tant qu'humains peut nous laisser penser, en poète peut-être, et non pas en philosophe, que l'invention de la coquille et de l'escargot, je reviens à mon exemple, ou l'écorce de l'arbre, tout ce que peut nous passer par l'esprit, a en tant que tel, et proportionnellement, une égalité avec autre chose. Et ce qui veut dire que écraser un escargot, volontairement, c'est un geste criminel, dans la mesure où, proportionnellement, dans sa petite proportion peut-être, l'égalité est la même. Et c'est ce qui donne de la valeur à la vie, et de manière encore plus large, à ce qui est vivant, mais à ce qui est inerte. Parce que un paysage, alors je sais bien que les paysages appartiennent au monde culturel autant qu'au monde naturel, mais la beauté d'une montagne, d'une rivière, ce sont des choses qui, là aussi, justifient en quelque sorte le fait que nous soyons nous-mêmes, avec notre conscience, responsables du maintien à égalité de cette proportionnalité-là. Voilà comment je pourrais le dire. Voilà. Je crois que c'est la meilleure formulation que je puisse trouver. Ce n'est pas parce que nous avons une conscience telle que d'autres fragments ne l'ont pas de la même manière que nous devons considérer que ce ne sont pas nos égaux. Ce sont nos égaux dans la mesure où, en soi et par eux-mêmes, les autres fragments ont une capacité d'émerveillement qui est à l'identique. Et qui, de la même manière que la nôtre, est conduite à des changements et donc à des écarts dus à la différence en permanence. Mais le fait qu'il y ait des écarts dus au creusement de différences au fur et à mesure n'enlève rien au fait qu'il y ait une sorte de permanence d'une mosaïque complète de fragments qui s'interpénètrent les uns avec les autres et qui conduisent à un respect global de ce que les uns et les autres sont à un moment donné. Je le perçois de cette manière-là. Et je crois que ça peut aboutir
non seulement à une esthétique, à une manière de voir le monde, mais à une morale aussi. C'est ça. Et dans d'autres recueils, notamment dans la politique des sentiers, c'est ça qui est exprimé. C'est-à-dire que le marcheur qui écraserait volontairement un escargot, il détruit quelque chose qui est une part de lui-même en tant que lui-même est une part de ce qu'il vient d'écraser. Parce qu'il y a de l'escargot en lui. Voilà. C'est- L'escargot ne paraîtra pas évident à tout le monde, mais il y a en lui quelque chose qui n'est pas uniquement le résultat de toute une évolution qui ferait qu'on serait en haut de la pyramide. C'est pas ça que je veux dire. Ça a été dit autrement par d'autres. C'est pas ça que je veux dire. Non, il n'y a pas, de mon point de vue, de pyramide. Il y a une coexistence permanente à l'intérieur d'une mosaïque dans laquelle chaque fragment interpénètre chaque autre fragment, dont nous-mêmes. Nous sommes des participants de cette mosaïque.